Chapitre 10, exemple d'induction numéro 2. Dans cet exemple-là, on voit la variation de la surface du circuit. C'est une des méthodes classiques pour produire de l'induction magnétique et on en a plusieurs dans les exercices et vous pouvez vous attendre à retrouver ça à l'examen aussi. Cette méthode-là est intéressante. Ce qui se passe, c'est qu'on va faire varier la surface du circuit en déplaçant volontairement, avec une force extérieure, une tige qui repose sur des rails. La tige en question, elle est ici et elle est déposée par-dessus deux rails. Les rails, là, ce sont les deux lignes qui sont ici. Ces deux rails-là, ce sont des fils conducteurs. Et puis la tige, elle est aussi conductrice. La tige, c'est le gros cylindre qui est déposé par-dessus les deux rails. Et la tige est libre de se déplacer en roulant sur les rails sans friction vers la droite ou la gauche. Nous, on va imposer une vitesse dans cet exemple-là vers la droite. Donc, il faut imaginer qu'il y a un expérimentateur extérieur au circuit qui prend sa main et qui tire la tige vers la droite à une vitesse constante V en mètres par seconde. Ensuite, ces rails-là et cette tige-là sont construites avec des matériaux conducteurs, oui, mais ces matériaux conducteurs-là possèdent une résistivité et on va prendre pour acquis que la résistance totale des deux rails et de la tige est égale à R majuscule. En réalité, comme la distance, la longueur des rails augmente au fur et à mesure que la tige se déplace vers la droite, R serait une fonction de la position X de la tige, mais on néglige l'augmentation de la longueur du circuit électrique et on considère que R est une constante et généralement, dans les exercices, on va vous donner la valeur pour la résistance R totale du circuit, incluant la tige, les rails et la partie de circuit qui est à gauche ici. La résistance n'est pas localisée en un endroit précis, mais elle est bel et bien répartie uniformément sur tout l'ensemble du circuit. Et voilà pour la résistance des rails et de la tige. Ensuite, on a un champ magnétique B que j'ai dessiné en bleu qui entre à l'intérieur de la page. Il aurait pu aussi venir vers nous. J'ai choisi qu'il entre à l'intérieur de la page parce que c'est ce qu'on retrouve habituellement dans les exercices à la fin du chapitre. Mais on pourrait très bien choisir un champ magnétique qui est constant en passant et uniforme qui vient vers vous. Pour faire un champ magnétique comme ça, là, il faudrait placer au-dessus de la feuille un pôle nord magnétique et en dessous de la feuille un pôle sud magnétique qui accepte les lignes de champ. On l'a pas dessiné parce que ça occulterait là, tout le circuit, mais vous imaginez qu'on génère ça avec un aimant qui a une partie au-dessus de la feuille et une partie en dessous de la feuille. Vous remarquez que le champ B est parfaitement perpendiculaire avec la surface du circuit. Ce qu'on va vous demander dans les exercices, c'est de trouver le courant I induit à l'intérieur du circuit. On peut tout de suite faire un exercice imaginaire dans notre tête pour appliquer la loi de Lenz et trouver l'orientation du courant induit. On commence par se demander qu'est-ce qui va se passer avec la surface du circuit. Au fur et à mesure que la tige va se tasser vers la droite, la surface du circuit, que je vais hachurer en rouge, va augmenter. Puisque la tige se déplace vers la droite, il y aura de plus en plus de lignes de champ magnétique bleu incluses à l'intérieur de la surface du circuit. Ça veut dire que le flux magnétique phi, qui est égal à AB cos θ, va augmenter avec l'augmentation de A. L'augmentation de la surface A du circuit en rouge est proportionnelle à l'augmentation du flux magnétique. Si l'augmentation du flux magnétique est constante, on va avoir une réaction de l'univers. L'univers va être fâché et va faire apparaître un champ magnétique induit qui va s'opposer à la variation du flux magnétique. Comme la variation est une augmentation des lignes de champ X, l'univers va réagir en faisant apparaître à l'intérieur du circuit un champ magnétique B induit, que je dessine en vert, qui va s'opposer à l'augmentation des X. Et pour s'opposer à une augmentation de X, on doit faire un champ qui vient vers vous, qui va essayer de garder le champ magnétique total, B en bleu plus B induit en vert,
à peu près constant. Et ce champ-là va être généré par un courant induit. Et à l'aide de la règle de la main droite, on peut vérifier que le courant induit va aller dans la direction anti-horaire. Comme ça, I induit. Et voilà. Donc, le courant induit va tourner en sens anti-horaire et on veut trouver quelle est la grandeur de I induit, soit numériquement, à ce moment-là, on va vous fournir des dimensions pour le circuit, on va vous fournir la grandeur de la vitesse, on va vous fournir la distance entre les deux rails qu'on appelle L minuscule et on va vous dire, hey, calcule I induit. Sinon, comme dans l'exemple qui est ici, on va laisser les variables flottantes et on va vous demander d'obtenir une expression mathématique pour le courant I induit. Peu importe si vous avez des valeurs numériques ou des variables flottantes, la méthode est la même. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Première chose à faire, on applique l'équation de Faraday. Epsilon induit dans le circuit, la force électromotrice en volts qu'on va récolter, est égale à moins N d phi dt. Pour N majuscule, c'est égal à 1. Il y a un seul tour de fil dans le circuit. L'ingénierie serait compliquée pour faire plusieurs tours de fil et on n'a pas mentionné ça nulle part et on le fera jamais dans les exercices. Il va toujours, pour ces problèmes-là, avoir un seul tour de fil. Donc, N majuscule égale 1. On n'a même pas besoin de l'écrire. Pour d phi dt, on doit identifier à quel type de variation on a affaire. C'est évident que la variation, c'est une variation d'air A. Le champ B reste constant et l'angle θ reste constant aussi. Donc à ce moment-là, d phi dt va être égal à dA dt fois B fois cos θ. Comme on s'est arrangé pour que le champ B soit parfaitement perpendiculaire avec la surface du circuit, le vecteur A, perpendiculaire à la surface, est parallèle avec B et l'angle θ entre les deux est égal à 0 degré. À ce moment-là, le cosinus de 0 fait 1 et on a simplement à ne pas l'écrire parce qu'une multiplication par 1 ne change rien. Pour dA dt, il faut réfléchir un peu et obtenir une expression pour la surface A. La surface A, pour un rectangle, c'est base fois hauteur. La base de notre rectangle, on va l'appeler X. C'est quelque chose qui augmente au fur et à mesure que la tige... Oh, j'ai échappé mon crayon et barbouillé ma feuille. Ça me dérange pas, je continue quand même. On va avoir la hauteur avec L, donc on a X multiplié par L, base fois hauteur pour la surface. Le problème, c'est que X est une fonction du temps, et comme on l'a vu dans le cours de mécanique, on peut écrire X comme X0, la position initiale de la tige par rapport à l'extrémité gauche du circuit, plus VT, la vitesse constante à laquelle on se déplace, fois le temps, plus une demi-AT carré si jamais il y a de l'accélération. On reste cool. Et jamais dans les exercices, on va donner une accélération à la tige. On va toujours prendre pour acquis que la vitesse est parfaitement constante du début jusqu'à la fin et il n'y aura jamais de valeur pour A. C'est quand même une bonne nouvelle parce que nous, il faut aller placer ça à l'intérieur de l'expression pour la surface et il faut dériver cette expression-là. Ça va nous donner, si on distribue le L sur chaque terme du X, L fois X0 plus LV fois T. On vient prendre le A et on le dérive. Voyons ce que ça va donner. On va avoir la dérivée par rapport au temps de L fois X0, deux constantes, plus L fois V fois T. T, ce n'est pas constant dans le temps, évidemment. Donc, la dérivée de L fois X0, qui sont des constantes, nous donne 0, aucune variation temporelle. Et la dérivée de L fois V, deux constantes, fois T, nous donne simplement LV. Donc, dA dt, pour faire propre, est égal à LV. On remet ça dans la loi de Faraday et on réécrit ça proprement, malgré qu'il y a un barbouillage rouge sur ma feuille. On va avoir dA dt qui est égal à LV, multiplié par B
et cos θ vaut 1. Donc, c'est tout. Je vous rappelle que le moins à l'intérieur de la loi de Faraday est un moins philosophique, et on a déjà tenu compte du signe négatif en calculant ou, si vous voulez, en analysant le circuit pour obtenir la direction correcte du courant induit qui est dans un sens tel qu'il s'oppose à la variation de flux magnétique. C'est la traduction de la loi de Lenz, ce moins-là, et on va l'enlever numériquement dans nos calculs mathématiques et on va le conserver dans notre tête ou sous forme de flèche verte, comme je l'ai faite, qui indique la direction correcte du courant électrique. Ce que ça va nous donner à la fin, c'est epsilon induit est égal à BLV. Et ça, c'est vrai pour tous les systèmes dans lesquels vous avez une augmentation de la surface constante, linéaire, si vous voulez, avec une vitesse où il n'y a pas d'accélération. Et on va servir de la résistance R pour aller faire une loi d'Ohm. Delta V égale RI. On va remplacer delta V par epsilon induit qu'on vient de calculer. On va remplacer I par le courant induit qu'on cherche. Et on va prendre la résistance R qu'on nous donne. Avec I induit, on va avoir epsilon induit qui est BLV divisé par R. Et ça, c'est la réponse finale. Alors voilà comment on fait pour trouver le courant électrique induit dans un système où on a une variation de surface linéaire. C'est ça à tous les coups. Vous pouvez réinvoquer cette équation-là quand on vous demande pas de la démontrer, quand on vous demande pas de l'expliquer. Vous pouvez utiliser bêtement epsilon induit est égal à BLV, appliquer la loi de Lenz comme il faut et vous pouvez faire la loi d'Ohm ensuite sans démonstration, sans refaire tout ça. Par contre, il y a des exercices où on vous demande de le faire. À ce moment-là, il faut prendre le temps de le dessiner. Si vous le comprenez, ça marche comme ça.